Merci monsieur le modérateur. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je suis très ému par ce monde aussi important dans la salle. Donc je dirais que réellement la formation des médecins généralistes ne cesse d'améliorer en Algérie. Un grand bravo donc à la Société algérienne de médecine générale qui vraiment lutte pour la formation de nos médecins. Alors aussi un grand merci aussi au docteur Tafat qui m'a donné cette opportunité de parler de ce sujet. Au fait, on va parler beaucoup plus de la prise en charge de l'hypertendu diabétique de type 2. Bon, comme à l'accoutumée, vous me connaissez, donc j'aime bien les cas pratiques. Alors j'ai préparé une vignette clinique pour essayer de voir un petit peu quelle est l'attitude qu'on puisse faire devant un patient qui présente donc une hypertension artérielle et bien sûr qui est diabétique. Alors comme vous le voyez, je suis devant ce patient qui s'appelle Nassim, 59 ans, marié sans enfant, enseignant de profession. Je vois qu'il est diabétique, en fait son diabète il est récent depuis 1 an et c'est un malade qui a déjà été traité pour une hyper-TG donc depuis 5 ans. Alors donc je vois les facteurs de risque, oui il y a un tabac, c'est vrai depuis 2 ans et aussi cette notion d'AVC chez le père à l'âge de 60 ans. Je vois son poids, alors là oui il est dans l'obésité puisque son BMI il est à 30,8 avec une obésité de type viscéral, un tour de taille à 109. Et au fait, on a pris sa tension artérielle au cabinet à 144/92. Et quand je regarde le bilan, je vois que malheureusement, mon diabétique, il est complètement déséquilibré. Son hémoglobine glyquée, donc, elle est élevée à 8,1. Et je vois aussi que le cholestérol total, donc, est quand même élevé, ainsi que le LDL qui est à 1,14 et les triglycérides qui sont à 2,09. Par contre, le débit de filtration glomérulaire, il est normal, ainsi que le bilan, bien sûr, biologique, donc le reste du bilan biologique. À partir de là, bien sûr, donc je vois les autres paramètres, éventuellement par rapport à son traitement. Oui, il est traité par de la metformine, donc à 2 grammes par jour, ainsi que de l'hypentyl phénofibrate qu'on avait donné pour son hyper-TG. Alors voici l'exploration donc, qui a été faite. Un ECG avait montré une évidence d'une HVG. L'écho-cœur, donc, elle est en cours. Le fond d'œil, déjà, je vois qu'il y a une rétinopathie débutante. L'écho qui montre des stigmates éventuellement d'une stéatose hépatique. Et bien sûr, vous allez me dire, on va rechercher devant son poids et probablement cette hypertension, la polygraphie, donc à la recherche éventuellement du SAOS. L'albuminurie, donc elle est revenue positive à 56. À partir de là, je me pose des questions. Quelles sont réellement les conclusions par rapport à ce patient-là ? Évidemment, vous allez me dire c'est un diabète de type 2 qui est relativement récent, depuis 1 an, mais malheureusement déséquilibré. Je suis devant un patient qui présente les stigmates d'un syndrome métabolique qui sont typiques, avec plusieurs facteurs de risque, comme vous les voyez ici, bien sûr. Et je suis devant un patient, malheureusement, malgré que son diabète, il date depuis 1 an, mais aussi il est dans les complications dégénératives. Alors, vous savez que je n'ai pas encore fait le statut de macroangiopathie, mais j'ai déjà cette microangiopathie avec cette microalbuminurie, et on est d'accord qu'il faut éventuellement recontrôler. Mais la question qui reste posée chez ce patient, est-il hypertendu ? Ça, c'est la première question que je me pose. Et comment je vais éventuellement évaluer, quel est l'intérêt d'évaluer le risque cardiovasculaire chez ce patient? Alors, vous allez me dire, probablement il est élevé, probablement il est très élevé, mais là, il faut aller quand même aller dans les détails. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Bien sûr, devant ce chiffre qui était élevé relativement au cabinet, on ne va pas le rassurer. On va faire éventuellement l'automesure ou la MAPA qui permet éventuellement de confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle, mais surtout de faire le bilan des facteurs de risque. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, bilanter un patient, énumérer les facteurs de risque, c'est très important pour éventuellement prendre en charge nos patients donc hypertendus. Alors ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, donc l'intérêt de l'automesure et l'intérêt de c'est-à-dire donc de la MAPA. Vous connaissez éventuellement la définition. Alors je ne vais pas trop tarder, c'est pour vous dire oui, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un chiffre de 154 à la MAPA, et là vous voyez que la moyenne totale, elle est de 154 pour la systolique et 88 pour la diastolique. Et là, je me dis la diurne 165 et 92 pour la diastolique. D'accord? À partir de là, je me dis, est-ce qu'il est réellement hypertendu? Là, vous connaissez la définition, mais en fait, il y a ces nouvelles recommandations de l'ESC 2024.
Alors, les recommandations de l'ESC 2024, donc, ils sont sortis récemment, il y a 2 mois. Je vois qu'on me dit maintenant, pour dire qu'il n'y a pas une hypertension artérielle, finalement, c'est pas inférieur à 130, mais plutôt pour la systolique inférieure à 120 et la diastolique inférieure à 70. Par contre, si on prend l'hypertension artérielle, alors là, vous voyez que quand je prends l'hypertension artérielle, eh ben, quand c'est pris au cabinet, donc c'est 140 ou égal pour la systolique ou supérieur ou égal à 90 pour la diastolique. Par contre, si je parle de l'automesure, 135 et ou donc 85 pour la diastolique à partir, et si je parle de la MAPA pour le daytime, ça veut dire la diurne, on est plus supérieur ou égal à 135 ou bien 85 pour la diastolique. Est-ce qu'il y a un changement? La réponse est non. Par contre, quand je regarde ça, eh ben, on nous parle d'une hypertension maintenant élevée, c'est-à-dire pas l'HTA élevé, mais plutôt de la pression élevée. Cette pression élevée, alors là, regardez, eh ben, ce sont les patients qui sont finalement dans la systolique entre 120 et 139, et vous voyez que pour la diastolique, entre 70 et 89. Alors la même chose aussi, quand je regarde donc l'automesure ou bien la MAPA, eh bien, les chiffres, c'est 120-134 pour la systolique, et on a les 70-84 pour la diastolique, idem aussi pour la MAPA. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de ça? Parce que finalement, regardez qu'est-ce qu'on a mis en bas. On vous demande chez cette catégorie de personnes de regarder les facteurs de risque. Et c'est à partir de là, on peut éventuellement les traiter. Alors c'est ça en fait les changements ce qu'il y a actuellement dans cette nouvelle recommandation de l'ESC 2024. Maintenant, est-ce que réellement cette hypertension elle est fréquente et quelle est sa particularité chez le patient diabétique? Ce que je peux dire, oui, elle est très fréquente. Alors donc, vous avez assisté à des ateliers où on a parlé de l'hypertension. On vous dit habituellement, dans la population générale, on a un tiers des patients qui sont hypertendus. Par contre, regardez l'association très fréquente. 75 à 80% des diabétiques de type 2 sont hypertendus. Alors ça, c'est vraiment important. Et quand je regarde la dyslipidémie, c'est quand même aussi très élevé, puisque dans la population non diabétique, on est à 25%, alors qu'aussi on est à 30 à 60%. Donc ce qui veut dire que l'association de ces malfaiteurs, les comorbidités, c'est très fréquent chez les patients diabétiques de type 2. Et là, quand je prends maintenant la population générale, les hypertendus, eh bien, parmi ces hypertendus, vous avez trouvé à peu près un tiers de ces patients-là qui sont quand même diabétiques. Et de même, on est dans les 2 tiers qui sont éventuellement obèses. Alors la question qui se pose, d'accord, donc l'hypertension elle est très fréquente, mais sa particularité c'est ce mécanisme et ce qu'on appelle le mécanisme, plusieurs mécanismes qui définissent. Alors vous connaissez éventuellement l'implication du système rénine-angiotensine, donc qui est superactivé en quelque sorte dans le diabète. On a aussi le rôle de la génétique, mais chez le diabétique il y a quelque chose aussi qui est très important à regarder, c'est essentiellement augmentation donc du système sympathique qui va intervenir éventuellement dans les augmentations des pressions systoliques. Mais on a aussi l'insulinorésistance avec cette rétention sodée. Et ça, c'est une particularité. Et on a aussi le rôle de l'hyperglycémie via, bien sûr, éventuellement, donc l'hypervolémie. Alors, tout ça, si le diabétique il a d'autres facteurs, vous comprenez que ce sont des facteurs athérogènes. Finalement, si je prends un patient diabétique, est-ce qu'ils se ressemblent tous? La réponse est non. C'est pour ça que vous avez parfois des malades qui répondent à telle ou telle molécule. Et là, vous voyez, je peux avoir par exemple un patient A, eh ben, il est hypertendu, mais finalement, c'est le système rénine-angiotensine qui prédomine. Dans d'autres, c'est plutôt le système éventuellement sympathique. Et dans d'autres, c'est plutôt la rétention sodée. Et c'est pour ça, quand on met un régime, habituellement, ce sont des bons répondeurs. Alors effectivement, oui, la physiopathologie maintenant, elle est connue. Donc, vous connaissez éventuellement l'intervention de plusieurs paramètres, mais on parle éventuellement du comportement du patient aussi, et on parle même du stress, et on parle même, c'est-à-dire de certains facteurs. J'ai pas le temps de trop détailler, je pense que Dr Hellel va parler de ça. C'est juste pour vous dire, aujourd'hui, le mécanisme, il y a beaucoup de choses. Alors, essentiellement chez le patient diabétique, je peux dire, donc oui, il y a une augmentation de la volémie, via éventuellement la rétention sodée et l'augmentation du système rénine-angiotensine et le rôle de l'hyperinsulinisme. Et là, vous voyez cette rigidité artérielle qui va entraîner éventuellement cette rétention aussi sodée, mais aussi on aura donc une augmentation de la diastolique.
Alors finalement, quand j'ai maintenant la particularité de l'hypertension, c'est sa gravité aussi chez le patient diabétique. Alors là, regardez, si j'ai une association de l'hypertension et diabète, eh ben c'est les maladies cardiovasculaires assurées. Et là, surtout, quand je suis devant d'autres facteurs qui sont impliqués. Alors là, l'athérosclérose, la dysfonction endothéliale, les cellules inflammatoires, la fibrose vasculaire, ainsi que le remodelage vasculaire qui va intervenir. Et tout ceci va contribuer aux maladies, ce qu'on appelle micro- et macro-angiopathiques. Donc, ça va donner ça au fait compte. Et là, vous voyez que, effectivement, ce sont des complications micro- et macro-angiopathiques qui peuvent éventuellement intervenir. À partir de là, bon, c'est vrai qu'il y a les visages. Donc, je me dis, ce patient, finalement, c'est quel type d'hypertension qu'il a? Alors là, je me dis, oui, il est plus ou moins âgé, la cinquantaine. Cinquantaine, habituellement, on est devant une hypertension de type métabolique, on est d'accord. Mais, alors, donc, ce qui a changé dans les recommandations de l'ESC 2024, eh ben, on nous incite à doser le RAR. Le RAR, c'est le rapport aldostérone-rénine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait que malheureusement, l'hyperaldostéronisme primaire est fréquent quand même. Donc, et du coup, on passe à côté de cette pathologie. C'est pour ça qu'il préconise maintenant, bien que c'est un peu critiquable parce que ça coûte cher, on est d'accord, on ne peut pas le faire pour tout le monde, ça coûte cher, mais ça reste quand même une éventualité à rechercher en pratique avant même d'instaurer le traitement. Alors je peux dire, oui, je peux avoir les différents visages. Une hypertension vasculaire, une hypertension familiale, une hypertension métabolique. Et là, je ne vais pas trop détailler, je n'aurai pas trop de temps. C'est pour vous dire que mon malade, je peux dire que très probablement, il s'agit d'une obésité de type métabolique. Alors quand j'ai ça, donc j'ai confirmé éventuellement mon hypertension artérielle, eh bien il faut faire un bilan des facteurs de risque. Et ça c'est très important. Alors parce qu'au fin de compte, quand on traite un diabétique, on ne traite pas un symptôme ou un facteur, eh bien la prise en charge elle est multirisque. On traite tous les facteurs de risque. De ce fait, j'essaye un petit peu de grader le risque. Et voici, si vous voulez, les facteurs qu'on incrimine dans éventuellement les facteurs de risque. Mais attention, vous avez ici la dysfonction endothéliale, la microalgue, la stéatose et le SAOS qui sont considérés comme plutôt des marqueurs de risque cardiovasculaire. Alors je regarde l'ESC 2021, j'essaye de classer mon patient. Qu'est-ce que ça me donne? À partir de là, je me dis, oui, probablement, soit il est dans le haut risque, j'ai pas encore recherché la neuropathie, j'ai l'albuminurie, j'ai la neuropathie, la rétinopathie, l'albuminurie, j'ai pas encore recherché la neuropathie. Peut-être qu'il est là. Mais par contre, ce qui a changé, c'est qu'en 2023, on nous a fait rentrer un score spécifique aux patients diabétiques. C'est ce qu'on appelle le score 2 diabetes. Alors quand je regarde, vous connaissez le score 2 qu'on utilise éventuellement dans la population générale. Maintenant, on a utilisé le score 2 diabetes et on a rajouté 3 facteurs qu'il faut incriminer. Le débit de filtration glomérulaire, le niveau de l'hémoglobine glyquée et il faut faire rentrer aussi l'âge à partir de quand le malade avait démarré son diabète. Et on vous demande de mettre le pays de la personne. C'est important et d'emblée, je peux vous dire que nos patients diabétiques algériens sont classés dans le très haut risque, c'est-à-dire cardiovasculaire, par rapport au pays. Je parle du pays. D'accord, ça vous donne ça. Et vous voyez, vous allez classer, vous avez le risque de faire un événement cardiovasculaire dans les 10 ans. Mais attention, ce score, il a ses limites, puisqu'on ne peut pas faire un score. On n'a pas le score 2 diabetes pour les vieux, pour les sujets plus de 10 ans. On ne peut l'appliquer que qu'on est inférieur à éventuellement 70 ans. Alors à partir de là, oui, je vais dire donc le très haut risque, ou bien le haut risque, ou bien le risque modéré, en fonction bien sûr du taux. Je vois mon patient, voici ce qui a changé. Finalement, c'est la même chose. Ça veut dire le très haut risque, c'est celui-là, et on a rajouté ça, c'est ce qu'on appelle le score 2 diabetes, qui implique tout simplement, on a rajouté le low risk, chose qui n'existait pas en 2021. Low risk, c'est finalement les malades dont le score 2 diabetes est inférieur à 5%. Très bien, comment vous allez scorer? Vous avez cette application ESC CVD Risk Calculator. Vous rentrez ici, vous allez la télécharger, elle est gratuite. Vous mettez score 2 diabetes. À partir de là, vous mettez le pays. L'Algérie, d'emblée, on met le pays à très haut risque. Et à partir de là, vous allez faire entrer les données. C'est ce que j'ai fait chez ce patient-là. Donc, j'ai fait rentrer les données de mon patient. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. 36,6. Mon patient, il est dans le très haut risque cardiovasculaire.
Et il est là, finalement. Donc, j'ai pu le classer juste à travers ce risque. D'accord? Dans quelle cible, finalement? J'ai fait, bien sûr, je demanderai tout un bilan. Je n'ai pas détaillé le bilan. Mais en fin de compte, il y a tout un bilan de retentissement que je dois compléter chez ce patient. Et finalement, je me dis, mais quelle est réellement la cible? Et est-ce qu'il y a un changement par rapport à la cible? La cible, pour parler de la cible, eh ben, on sait que diminuer éventuellement 10 mm de mercure par rapport à la pression artérielle va entraîner éventuellement une diminution de risque de mortalité, toutes causes confondues, que ce soit micro ou macrovasculaire. Et là, vous le voyez bien, que ce soit la mortalité totale ou bien quand on prend de façon individuelle. Et là, regardez, l'intérêt aujourd'hui, c'est pour ça qu'on insiste sur l'intérêt de faire baisser la pression artérielle systolique. Alors là, c'est très important, on le voit bien, et les études montrent que plus on baisse, plus c'est mieux pour la pression systolique. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, cette pression élevée, qu'on avait parlé tout à l'heure, quand on score le risque, s'il est le malade dans le haut risque, là, on nous demande de le mettre en monothérapie. Et c'est ça, au fait, le changement par rapport à ça. Et on vous dit, c'est le malade maintenant diabétique, il est déjà ici, ça veut dire déjà, il est déjà d'emblée dans le haut risque. À partir de là, on a des recommandations. Oui, dans la population générale pour la pression systolique entre 120 et 130. Oui, entre 120 et 130 pour le patient diabétique. Maintenant, si on est dans la maladie rénale chronique, c'est plutôt inférieur à 140, 130. Et regardez, là on nous disait inférieur à 80 pour la pression diastolique. Quand je regarde maintenant les recommandations de l'EAC 2024, ça n'a pas changé par rapport à la pression systolique, de même que la diastolique. Mais on vous dit, si vous pouvez encore mettre votre diastolique entre 70 et 80, c'est un niveau de preuve 2B. Ça veut dire oui, c'est encore faisable. Et finalement, voici ce qui a changé. C'est cette histoire de traiter les sujets qui ne sont pas diabétiques, qui sont peut-être prédiabétiques ou bien des diabétiques, mais qui sont dans la pression élevée, qui ne sont pas encore hypertendus dès lors qu'ils sont dans la pression élevée. Et ce qui a changé, c'est la bithérapie d'emblée. Et quand on vous demande de mettre la bithérapie, eh ben on vous demande d'évaluer la bithérapie avec faible dose. Et ensuite, on évalue, on vous dit de préférence à 1 mois, ils n'ont pas à attendre jusqu'à 3 mois, mais on peut le faire à 3 mois. Si maintenant, j'ai le malade qui n'est pas équilibré, on vous demande de rajouter un autre traitement et encore de donner la trithérapie à faible dose. Et c'est à partir de là qu'on va augmenter éventuellement les doses. Donc, oui, un diabétique, voici les recommandations. Et là, on nous parle du prédiabétique aussi. Et le prédiabétique, on score d'abord le risque cardiovasculaire et on peut éventuellement le traiter. Par quoi traiter? Alors, toujours, les inhibiteurs, ça reste toujours du système rénine-angiotensine. On met les inhibiteurs calciques qui reviennent toujours et on met aussi éventuellement les diurétiques. Et là, on précise de préférence la chlorthalidone et l'indapamide. Et là, on a mis la place des bêta-bloqueurs. Les bêta-bloqueurs qui peuvent éventuellement, si votre patient il est plutôt dans c'est-à-dire la maladie coronarienne. Alors à partir de là, oui, on a des recommandations de l'ADA. Donc c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, vous voyez que finalement, on peut commencer par la monothérapie et la bithérapie, on peut la commencer à partir d'un chiffre de 60. C'est ça ce qui a changé, si je regarde la date 2023. Alors qu'est-ce qui change chez ce patient? J'ai traité mon patient. Il faut d'abord aussi traiter sa dyslipidémie. Qu'est-ce que je dois donner? Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de donner des fibrates chez un patient en première intention. Il faut toujours cibler le LDL. On traite un risque cardiovasculaire et là, vous savez qu'il est dans le très haut risque. Vous avez 2 médications qu'on puisse donner et le niveau de LDL chez lui, il doit être inférieur à 0,55. Alors je termine, il me reste 1 minute d'après mon chrono. Eh bien, l'hypertension, c'est une pathologie malheureusement qui est très fréquente, tant dans la population générale et notamment chez le patient diabétique. Elle est corrélée de façon linéaire avec la mortalité cardiovasculaire, mais aussi avec l'apparition et l'évolution des complications liées au diabète. Et aujourd'hui, on a des datas. Et c'est des datas qui ont montré que le traitement strict de la tension artérielle, notamment par la baisse de la pression systolique, permet de diminuer la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire, ralentir l'évolution des complications, en particulier la néphropathie. Et aujourd'hui, on vous dit, le contrôle de la tension artérielle, c'est un élément clé de la prise en charge d'un patient diabétique, mais aussi regarder les autres facteurs. Et je vous remercie.